Quel bonheur d'être dans cet endroit magique qu'est la Fondation Louis Vuitton pour évidemment accueillir et découvrir grâce à vous deux expositions exceptionnelles, l'une consacrée à Egon Schiele et l'autre à Jean-Michel Basquiat. Nous sommes, vous le découvrez derrière nous, dans une salle où de coproductions entre Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol ont été réalisées. Elles sont sur les murs autour de nous et nous sommes ravis d'en parler. Et d'ailleurs, nous allons en parler avec Amobé Mévégué. Mon cher Amobé, bonjour. Puisque nous allons balayer toute l'actualité francophone de la semaine. Allons-y gaiement. Bonjour mon cher Amobé, bonjour mon cher Yves. Bonjour Yves Guillaume. Bigot, qui est le patron de TV5 Monde. Nous enchaînons avec Laura Telucci, que vous connaissez donc de France Télévisions, qui va nous parler de ce qu'elle pense de l'ensemble des sujets traités, mais aussi de leur résonance sur les réseaux sociaux, et c'est ô combien utile. Nous sommes avec, à ma droite, donc vous, ma chère Myriam, qui venez donc du Canada, et nous sommes ravis de vous accueillir. Sylvestre, qui vient de Belgique, qui nous accompagne toutes les semaines, depuis maintenant 3 semaines, Sylvestre. Ah oui. Michel Serruti, donc de la télévision suisse. Jean-Paul Clavry, mon cher Jean-Paul, je vous salue. Vous êtes d'une certaine manière chez vous, puisque vous êtes le conseiller de Bernard Arnault pour les affaires de l'art et de la culture, que c'est grâce à vous que cette fondation a vu le jour. Et nous allons parler évidemment des secrets du montage d'une exposition que d'une certaine manière le monde entier nous envie. Tout de suite, voici le sommaire. Le Jean-Paul Gaultier Fashion Freak Show se donne en spectacle Folies Bergère à Paris, une comédie musicale que l'équipe a été voir pour vous. Le groupe togolais Toufan a plus d'1 million de fans sur Facebook, près de 100 millions de vues cumulées sur YouTube, un phénomène qui a retenu notre attention. Nos ancêtres ne sont pas gaulois, contre-histoire de France, ouvrage de l'historien et écrivain François Durper, fera notre dernier débat du jour. Instantané coup de cœur et invités sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est parti. Après le sommaire, un mobile et instantané et les hashtags. Absolument, une jeune artiste francophone dont tout le monde parle, et nous en particulier, on a été les premiers sur TV5 à l'accompagner. Elle s'appelle Dobé Niaoré. C'est une jeune artiste qui a fait ses classes dans une école très célèbre du côté d'Abidjan, Were Were Liking, qui a créé un village collectif où elle a recueilli des saltimbanques, elle a formé, c'était des enfants un peu abandonnés ou des accès sociaux, entre guillemets. Et donc, elle est en tournée quasiment à perpétuité dans le monde entier. Et mi-novembre, en région parisienne. Donc, c'était mon coup de cœur pour l'instantané. Hashtag, donc, Dobé Niaoré, son nom. Were Were Liking, de celle qui a été sa marraine artistique. Abidjan, parce qu'on ne peut pas parler d'elle sans parler d'Abidjan. Café de la danse, parce qu'elle sera au Café de la danse. Et danse africaine, parce que la danse africaine est son art. Yves Bigot. Alors, c'est une photo de Neil Young, le Canadien, qui présente un t-shirt qu'il tient, donc il ne le porte pas. Il le présente, un t-shirt sur lequel est inscrit, et je le traduis en français, « Ne sous-estimez jamais un vieillard qui écoute Neil Young et qui soit né en juin ». C'est moi, je corresponds à cette définition. Les mots-clics, c'est Neil Young, Canadien, vieux rocker, Gémeaux, donc né en juin. Laura. C'est cette photo de Cadmerade, absolument méconnaissable lors d'un tournage d'un film, où il endosse le rôle d'un gigolo. Et donc mes mots-clés, c'est... Je sais pas, vous avez insisté maintenant. Rien n'est toute cette émission n'est pas une gigantesque autobiographie. Retirez mon regard de vous. Mes mots-clés, c'est Cadmerade, cinéma, Just Gigolo, c'est le nom du film. Oui. Olivier Barou, le réalisateur. Cannes, parce que c'est la ville où il a été tourné, parce que je ne pense pas qu'il ira jusqu'au festival. Voilà, nous avons parlé de l'exposition Miro au Grand Palais, donc j'ai choisi Miro. Mes hashtags sont Miro, catalan, hashtag rétrospective Grand Palais, et hashtag à ne pas rater, ma chère Myriam. C'est une photo que j'ai prise d'un endroit magnifique à Montréal qui a été inauguré il y a 1 an, un endroit où il y avait une autoroute, c'était un peu moribond, le culte de la voiture, et on a démantelé cette autoroute pour en faire maintenant un musée à ciel ouvert. C'est tout simplement magnifique. Et l'œuvre qu'on voit sur la photo, c'est de Michel Debrouin, qui est un de nos grands artistes d'art public. Donc, mes mots-clics, Michel Debrouin, Dendrite, parce que c'est le titre de son œuvre, Bonaventure, parce que c'est le projet Bonaventure où on trouve ces installations-là. Art public. Et le dernier mot-clic, c'est revitalisation, parce que notre ville en a eu bien besoin. Recueilli, concentré, c'est lui, c'est Sylvestre.
Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai choisi l'affiche du film Girl, qui est un film belge. C'est un premier film qui est signé Lucas Dont et qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui participe à des cours de danse et veut devenir Lara, donc, et qui est en complète transformation. C'est un film entre poésie et violence. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est un premier film. Très gros succès à Cannes. Hein. Oui, exactement. Un film présenté à Cannes. Conflit intérieur, je dirais. Premier long métrage. Lucas Dont et Victor Polster, qui est le jeune garçon de 13 ans qui joue le rôle de Lara. Je me rappelle que vous avez donc appris la semaine dernière que Michel avait fait des études d'ethnomusicologie. Donc le voici, vous avez choisi? Alors, d'ethnologie, mais il y avait de l'ethnomusicologie là-dedans. Alors, un musée cette semaine, une photo tirée de Chaplin's World, le musée dédié à Charlie Chaplin, qui se trouve à Corsier-sur-Vevey, qui vient d'être élu meilleur musée européen. Il a été implanté dans l'ancienne demeure qu'occupait Charlie Chaplin. Voilà, et donc, mes mots-clés, mes mots dièses, je préfère, c'est plus musical, mes mots dièses, c'est Chaplin's World, bien sûr, meilleur musée, Corsier-sur-Vevey, et puis Smile. Jean-Paul Clavry, est-ce que vous avez une photo à nous suggérer? Écoutez, je vais vous suggérer le musée de la piscine à Roubaix. Oui. Qui est un magnifique musée dans un cadre tout à fait décalé, mais tout à fait remarquable. Et la piscine se rénove, la piscine vient de construire une aile nouvelle. Donc, c'est une façon d'aller passer un week-end d'automne à Lille, à Roubaix, dans le Nord. Il s'appelle Bruno Godichon, je crois, le patron du musée. Oui, absolument. Bravo, Guillaume, absolument. Voilà, musée de droit. Donc, on va inventer des hashtags ensemble. Hein. Hashtag Godichon, hashtag Roubaix, hashtag musée, hashtag piscine, hashtag ce que vous voulez. Voilà. C'est dit. Nous allons parler dans un instant, évidemment, de ce que nous sommes en train de voir et vous allez nous raconter comment cette exposition s'est montée. C'est important, mais le premier sujet est consacré à Jean-Paul Gaultier qui, figurez-vous, depuis le 2 octobre dernier, ce cher Jean-Paul, donc, a lancé le Fashion Freak Show qui se donne en spectacle aux Folies Bergère. Alors, c'est un mélange assez particulier de cabaret, de défilé, d'autobiographie. Le célèbre couturier nous raconte, puisque je parlais d'autobiographie, son histoire. Quelques images de ce spectacle, nous en parlons évidemment ensuite. Chic, chic, le freak, c'est chic. Chic, chic, le freak, c'est chic. Freak out. Chic, chic, le freak, c'est chic. Voilà, sur Jean-Paul Gaultier, le premier à intervenir, c'est vous, mon cher Amobé. Objet artistique non identifié, c'est un ovni, parce que c'était un pari. Et je trouve qu'il s'en sort pas mal, Jean-Paul Gaultier. D'abord, il y a la matière de l'homme, c'est-à-dire que c'est un artiste pluriel, quelqu'un qu'on retrouve évidemment au sommet de son art lorsqu'il s'agit de mode, mais avec une nostalgie et une maestria. Il campe le décor d'une biographie, on va dire, à spectacle ouvert. Donc c'était pas gagné. On y retrouve de la danse, de la mode, de la musique. C'est la bande-son de toute une génération. C'est en deux parties. À titre perso, j'ai préféré la première partie, celle de l'enfance, où on voit ce môme qui commence à fouiller du côté des corsets alors que ses copains jouent aux billes ou au football. Et ça devient l'un des plus grands génies créateurs de sa génération. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est la manière dont la mise en scène mélange allègrement les images d'archives, les images d'archives et les images tournées au sein de la salle des Folies Bergères, et on a l'impression qu'on est projeté dans le palace. Qui a réalisé Absolument, la mise en Tony scène de tout ça. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a effectivement pas des vecteurs, mais des interventions qui sont totalement différentes. Oui, et puis il y a un entrechocage, absolument, vidéo. Un entrechocage générationnel aussi, parce qu'on entend le son funk du groupe Chic, mais c'est aussi Frankie Goes to Hollywood, c'est Gage Patty, Étienne. Et puis des interventions de stars, de personnalités qu'il a connues. Évidemment. Madonna, forcément. Avec le
Absolument. Ce que vous dites là, voilà, que ma pudeur... extrêmement bien, Madonna. C'est le résumé intégral. Donc, mention spéciale, un seul regret peut-être, c'est que ce ne soit pas pour tout public, surtout dans la deuxième partie. Pourquoi ? On est proche de la transgression. Il y a du sexe un peu partout, il y a des sexes un peu partout. C'est pas une mauvaise chose, mais bon, pour tous les publics, diante quand même. En 2018, je suis pas le dieu de la pudibonderie. À partir de 12 ans, je ne craque personne. Hein. Écoutez, on met le curseur où on veut. Hein. Une petite nuance, c'est pas qu'il y a des sexes partout, mais c'est très sexué comme spectacle. Mais il n'y a pas... Enfin, on voit de temps en temps une perte de sein. Parce que votre imagination n'est pas aussi fertile que la mienne, mon cher. C'est peut-être parce que je suis Vous êtes un prude. bourgeois suisse conservateur. Souffrez que je m'exprime. Laissez parler, Et excusez-moi, comme disait Francky Vincent, quand le s'exprime, Francky s'exprime. Exactement. Mais donc, laissez parler le calviniste. Non, mais justement, c'est pas très calviniste. J'aurais tendance à dire que oui. Alors, c'est quand même, il y a des allusions sexuelles qui sont omniprésentes dans le spectacle, mais il n'y a pas, de sexe qui sont exposés d'un bout à l'autre du spectacle. Il y a de temps en temps une perte de sein, mais comme on pourrait le voir dans une revue qui ont fait la gloire de Paris depuis un certain nombre de décennies. Donc c'est pas Becker. Dans le deuxième tableau sur les scènes du Palace, c'est très suggestif. Oui, c'est ça le Palace, mon vieux. Oui. Fallait y aller. Voilà. Mais c'est très sexué, mais il y a pas de sexe qui sont visibles. Il y a quelque chose de quand même assez étonnant pour quelqu'un de ma génération. C'est tout d'un coup de se dire « Ah ouais, j'ai connu ça, alors pas exactement ce qu'on voit sur scène, mais j'ai appartenu à cette génération-là, puis tout d'un coup, aujourd'hui, on la voit comme un objet du passé. Et donc, ça nous fait prendre conscience qu'on n'appartient plus du tout à un présent. » C'était le côté qui était matière à réflexion sur ce spectacle, en tout cas pour moi. Jean-Paul Clavry, au fond, ce qui est intéressant, alors vous travaillez non seulement pour la Fondation et comme conseiller de Bernard Arnault, mais donc dans un monde qui est celui de la mode. Et ce qui, tout d'un coup, m'a sauté à l'esprit, et je suis un garçon lent, c'est qu'au fond, Gauthier, c'est exactement la même génération que Basquiat. C'est-à-dire que ce que Basquiat a vécu au Studio 54 dans les années 70 à New York, c'est exactement le contemporain de la vie de Jean-Paul Gaultier. Je crois que Jean-Paul Gaultier, comme Basquiat, ce sont des poètes. Ce sont des gens qui ressentent toutes les vibrations de leur époque et qui les absorbent, les intègrent à leur sensibilité. Et tout cela est rendu pour Jean-Paul Gaultier au travers de sa mode, de ses créations de mode, de sa vie. Parce que vous dites, sa vie est un roman. Hein. Donc, tout cet environnement artistique, intellectuel, je dirais, l'a inspiré. Sa mode parle pour lui. Basquiat, ce sont ses tableaux qui parlent pour lui. Voilà. Donc, en effet, ce sont tous les deux des artistes, des créateurs qui traduisent dans leur art la sensibilité, les problématiques, les engagements de leur époque. Parce que Basquiat comme Gaultier, je pense que ce sont aussi des artistes très engagés. Et en même temps, Jean-Paul, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que c'était une période de la vie parisienne, comme ça a été le cas pour Le Bœuf pour le Toit, ou comme ça a été le cas avec Montparnasse. Ou pour la Factory à New York. Oui, où Paris n'était pas à la traîne de New York. C'est-à-dire que c'était pas la sous-préfecture. Alors qu'il y a eu des périodes dans le XXe siècle, notamment après les années 50, on a l'impression que Paris, c'était un peu la sous-préfecture de New York. Et bien là, pas du tout. Et Gaultier en est la trace. C'est vrai que c'est une époque où Paris était, je dirais, bouillonnant de vie, où le monde entier se retrouvait à Paris, et à New York, d'ailleurs, de la même manière. Sylvestre. Ce qui est intéressant, c'est l'objet pop culturel et au-delà de ça, le côté testament, j'allais dire. Alors, c'est jamais bien de parler du testament de quelqu'un qui est encore vivant, mais ce qui est intéressant, c'est que tout est connecté. Si on regarde, par exemple, et vous citiez tout à l'heure Tony Marshall, fille de Micheline Prel qui jouait dans Falbala, et Jean-Paul Gaultier dit « Moi, si je suis arrivé à la mode, c'est parce que j'ai vu Falbala ». Donc, je trouve que ça forme une espèce de jolie constellation et où tout est imbriqué. Il y a Catherine Ringer, il a travaillé pour les Rita Mitsuko. Elle est là. Il a travaillé avec de Cône. Hop, voilà, il est là. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce grand tout, et où tout se parle et où tout est interconnecté par des espèces de fils, puisqu'on parle de stylistes. Je trouve ça assez fort intéressant. Sur les réseaux sociaux, on est moins dithyrambique et enthousiasme que vous. Et moi, je partage l'opinion des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on passe un bon moment, on s'ennuie pas, on regarde pas sa montre. Maintenant, c'est un joyeux bordel désorganisé qui manque un peu de live.
clients. Et c'est ce qu'on retrouve dans les commentaires. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas critiquer Jean-Paul Gaultier. On a l'impression que c'est pas politiquement correct de dire « j'ai pas aimé le spectacle de Jean-Paul Gaultier ». Alors on dit « allez-y, c'est intéressant à voir », mais j'ai pas trouvé, à part ses amis proches, d'internautes vraiment totalement subjugués par ce spectacle. Et tout le monde ne peut pas s'improviser créateur de comédie musicale. Thierry Mugler avait fait la même chose en 2014 avec les Mugler Folies. Lui aussi, il avait voulu créer une revue et ça avait été, je ne dis pas que c'est un échec, c'est pas raté, mais on peut pas dire, on est quand même très très loin de la perfection. Yves, vous l'avez bien connu, ce Jean-Paul Gaultier, pas dans le domaine de la musique. Nous avons fait des émissions de rock ensemble, de musique ensemble, et lui, il a participé à l'expérience Rapido avec Antoine Decaune. Bien sûr. Qui a été, et Eurotrash aussi d'ailleurs, qui ont été des succès formidables. Bien sûr, et il a y compris donc co-présenté avec Antoine Eurotrash pendant quelques années sur Channel 4. Donc la télévision britannique. En fait, Jean-Paul Gaultier, c'est une personnalité d'abord. Et je pense que ce spectacle, il participe à son auto-célébration et son auto-muséification, un peu à la Hardisson d'ailleurs, hein, c'est-à-dire il construit lui-même les éléments de sa propre légende. Mais il a tout essayé, Jean-Paul, il avait fait un disque, même pendant un moment. Et puis, vous le disiez, c'était une des stars du Palace. Et il a ce rayonnement international. Alors on peut dire, évidemment, très nombreux sont les couturiers français, depuis le Paul Poiret, hein, à avoir un succès et une résonance internationale. Mais je crois que lui, il a un peu relancé ça, on va dire, pour sa génération, pour une génération moderne qui a été impliquée dans le monde du rock, dans le monde de la nuit et dans la provocation et la transgression. Hein, parce que si... Amobé a été quelque peu choqué, alors que les calvinistes ne le sont pas. C'est bien. Non, mais il y a une raison. C'est que la manière dont vous décriviez les brassières de Madonna, par exemple, créées par Jean-Paul Gaultier, c'est bien une forme, là aussi, de transgression. C'est aussi ça qui fait tout à fait son intérêt. Puis c'est un personnage flamboyant, très sympathique, hein, par ailleurs, très communicant, mais c'est une vraie personnalité. Une réplique, il faut souffrir pour être belle, et belle pour faire souffrir, c'est ce que j'ai retenu. Mais j'ai pas été choqué, je disais juste, mais c'était pas pour tous les publics. Vous en savez quelque chose. Alors, merci. Nous sommes, vous savez, à la Fondation Vuitton pour cette exposition Basquiat et Egon Schiele, et nous sommes avec vous, Jean-Paul Clavry, car il y a, non pas des secrets, mais un certain nombre de choses dont on peut parler avant même de parler de Basquiat. C'est des années après sa mort. Comment peut-on faire une rétrospective aussi complète? Je prends un exemple à contrario. Il y avait une très bonne exposition récemment à Londres qui lui était consacrée, où tout l'aspect pédagogique autour de Basquiat, les films, tout ça était très nombreux, mais il y avait une dizaine de tableaux. Là, les tableaux sont pléthoriques en nombre et viennent des collections privées. Donc, quelle est la méthode pour arriver à faire ce que les autres n'ont pas fait avant? Écoutez, la méthode, je crois que c'est la passion. En effet, cette exposition, vous le dites très bien, Guillaume, ce sont 120 tableaux qui sont rassemblés ici à la Fondation Louis Vuitton. C'est un miracle qui s'est passé et qui est dû à l'enthousiasme et la passion des collectionneurs privés, parce que les 2/3 des tableaux, des œuvres présentées dans cette exposition, c'est d'ailleurs pareil pour l'exposition Schiele, les 2/3 viennent de collections privées. Et c'est le projet porté par, je peux le dire, Bernard Arnault, parce que Bernard Arnault est passionné par Basquiat depuis les années 80. Il a vu les premiers Basquiat. Il n'a jamais rencontré Basquiat personnellement, mais il vivait à New York dans les années 80. Il a vu des tableaux de Basquiat, des œuvres de Basquiat dans des galeries à New York. Et à Nina Nozay, Robert Miller. Voilà, il en a acquis dès cette époque. Et il est un collectionneur passionné de Basquiat. Et c'est vrai qu'il s'est engagé personnellement à rassembler l'ensemble de ces œuvres qui viennent du monde entier, du Japon, des États-Unis évidemment beaucoup, mais de toute l'Europe. Et c'est ce qui fait que cette exposition est en effet tout à fait exceptionnelle, parce que 120 tableaux, mais 120 chefs-d'œuvre, si vous voulez, des tableaux qui sont tous très importants. La question n'est pas de rassembler tant de tableaux, la question est de rassembler des œuvres
clé pour la compréhension et le ressenti de l'œuvre et de la force du talent de Jean-Michel Basquiat. Alors, les tableaux de Basquiat, c'est moins de 1000 œuvres. Pour les tableaux, les dessins, c'est 3000. C'est moins d'une dizaine d'années de production, dans des conditions dont on sait qu'elles ont été quand même fortement marquées par la pharmacie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, un personnage exceptionnel, The Radiant Child, comme disait donc celui qui a été son premier découvreur, René Ricard, un critique d'art. Ce qui est étonnant chez les collectionneurs, c'est qu'on voit Peter Brandt et Lee Broad, qui est le pape de l'immobilier aux États-Unis. C'est la rapidité avec laquelle les musées et les grands collectionneurs ont identifié son talent. Alors qu'on vit avec le mythe romantique, qui est le mythe de la France du 19e, où on voit Cézanne, Manet, qui pendant toute leur vie se cherchent un destin auprès des collectionneurs et ne le trouvent jamais. Basquiat, ça a été le contraire. Oui, en effet, Basquiat, ça a été fulgurant. Il faut savoir qu'il meurt à 28 ans et sa carrière, c'est 8 ans. En 8 ans, il bâtit une légende. En 8 ans, il devient l'un des peintres, l'un des artistes les plus importants du XXe siècle, mais tellement important au XXe siècle qu'il est souvent considéré comme un artiste contemporain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il crée un nouveau mouvement artistique. Il est le pape du hip-hop. Il intègre d'ailleurs beaucoup de ses tableaux, on peut dire, sont musicaux. Il intègre la musique dans sa création. Il faisait lui-même partie d'un orchestre, et je crois qu'il était lui-même une sorte d'éponge. C'est-à-dire tout l'intéressait, tout le pénétrait, et il en ressortait ce que vous avez autour de vous aujourd'hui. Quelles sont les collaborations, la Basquiat? Alors là, c'est une salle tout à fait particulière, parce qu'en effet, en 1984, il rencontre Andy Warhol. Je ne sais pas quel est celui qui est le plus fasciné par l'autre. En tout cas, ils décident de travailler ensemble. Et là, vous avez dans cette salle rassemblé des tableaux où chacun va, je dirais, travailler en dialogue avec l'autre. Et en particulier, derrière vous, Guillaume, vous avez ce double portrait. Ouais, avec le doigt bleu. Basquiat et Andy Warhol. Alors celui-là est assez classique. Je dois dire que celui avec la banane est un petit peu plus iconoclaste, si on peut dire. Je ne sais pas qui est... En tout cas, la banane, c'est Andy Warhol, mais on pense à Andy Warhol parce qu'en fait, il y a juste la perruque de Warhol qui couvre la banane. Voilà, ça c'est Basquiat, c'est cette ironie, je dirais, et à la fois cette affection, parce que je crois que Basquiat était quelqu'un de très, très, très sensible, il était très enragé, si on peut dire, très, très mobilisé. En particulier, il a été très choqué que la figure noire ne fasse pas partie de l'histoire de l'art, quand il visitait le MoMA, le Metropolitan Museum, enfin avec sa mère, et il a été, je dirais, très marqué par le fait que la figure noire n'était pas représentée dans l'histoire de l'art, et lui va être le premier artiste, en tout cas le premier peintre, qui, je pense, marque l'histoire définitivement. Voilà, marque l'histoire définitivement. Et maintenant, des artistes, justement, black américains, des noirs américains sont très nombreux. David Emmons et beaucoup d'autres sur la scène de l'art. Cet échange entre la célébrité de Warhol, l'art de Basquiat, joue un rôle. Et ce sera ma dernière question, Jean-Paul, concernant cette exposition particulière. Car il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'art américain, ça a été l'art abstrait dans les années 50, puis après le pop art, accompagné de l'art minimal. Mais Basquiat, c'est différent, c'est le retour de la peinture que plus personne ne pratiquait, y compris Warhol, car les sérigraphies de Warhol, c'était pas de la peinture. Et la peinture paraissait à l'époque comme quelque chose de totalement ringard, ou assez ringard. Et donc Basquiat a ramené tout ça. En effet, Basquiat, c'est un artiste figuratif, il réhabilite la figuration, le côté figuratif, il tranche avec le côté conceptuel ou minimaliste, et avec une telle force, une telle modernité, que en fait, ça balaie très largement. Voilà, et toute une génération d'artistes ont accompagné
Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, qui malheureusement nous a quittés, mais beaucoup d'autres, par exemple comme l'Italien Francesco Clemente, qui vivait à New York et qui a fait lui aussi donc des tableaux avec Jean-Michel Basquiat. Mon cher Jean-Paul, merci d'être venu. Si j'en crois notre bien-aimée productrice, vous devriez être là toutes les semaines, tous les jours de votre vie. Donc vous arrêtez de travailler avec Monsieur Arnaud et vous venez travailler à 300 millions de critiques. Ce ne sera pas exactement le même tarif, je tiens à vous le dire tout de suite. Mais avec le plaisir n'a pas de prix. Exactement. C'est ce que je dis tous les jours. C'est ce que je leur explique tous les jours. C'est ce qu'on raconte tous les jours à notre ami. Merci Jean-Paul, passez la meilleure journée possible et encore bravo. Les Togolais de Toufan, on change totalement de sujet, ont composé en 2012 et 2015 l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations et ont plus d'1 million de fans sur Facebook, près de 100 millions de vues cumulées sur YouTube. Le groupe est aussi à la base de concepts de danse, alors là, inutile de vous dire que je ne les ai jamais vus, tels que le Guetta, pour éviter les jaloux, car c'est une danse, pour éviter les jaloux, ou encore le cool catché. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Toufan, et il s'agit de moi en particulier, voici de quoi vous rattraper. Je me rattrape. La passion, Congo stylistico. Tu l'as vu, je l'ai vu, tu l'as vu, je l'ai vu, tu l'as vu, je l'ai vu. Affaire Mon cher Amobé, que peut-on dire sur ces Togolais de Toufan? Ce sont des groupes de la nouvelle écriture musicale africaine pop. Ils existent depuis, on va dire, une douzaine d'années. Toufan, c'est d'abord originaire d'un pays, le Togo. Il y a Togo-Bénin, une foison de rythmes. L'Agbadja au Bénin, des rythmes et des icônes. Je citerai avant Toufan, dès les années 60, l'une des toutes premières chanteuses africaines à passer à la télévision, c'était Bella Bello, qui passait dans un journal présenté par un certain Jean-Claude Narcy. C'est la toute première fois qu'on voyait en 1960 et des broquis une chanteuse africaine. Ensuite, il y a eu Afia Mala, il y a plein de chanteurs, plein d'artistes dans ce pays. Et aujourd'hui, Toufan, c'est un peu la nouvelle écriture de la musique africaine. La grande vague déferlante sur tout le continent, elle vient du Nigeria aujourd'hui. Donc il y avait un groupe P-Square au Nigeria, qui a certainement influencé beaucoup les Toufan, qui sont aujourd'hui un peu, on va dire, le pendant de cette nouvelle vague venue du Nigeria. Moi, ce que je dirais artistiquement et musicalement, c'est que, attention au formatage, les petits frères, on se connaît, on se salue, attention au formatage, il ne faut pas uniformiser toujours la musique. Il y a un tel terreau fertile dans toute l'Afrique que c'est un peu ce que je reprocherais à cette nouvelle génération. Oui, mais quel succès! Pardon ? Mais quel succès, quelle audience, quelle explosion. Certes, mais faut-il pour autant tous faire un peu de la même chose, avec les mêmes clichés, pas dans tous leurs clips, hein. Ils ont quand même évolué, il y a aussi du tradi moderne dedans, mais les histoires du bling-bling, les voitures, les jolies filles, etc., c'est très bien, mais on pense qu'ils peuvent aller un petit peu plus loin encore, et on les félicite pour ce qu'ils ont déjà accompli. Voilà, j'aime cette manière dont vous avez de ranger à la fois les jolies filles et les voitures dans la même catégorie. Ça pourra vous être reproché, mais enfin bref. Vous êtes le maître des horloges. Voilà, je suis le maître des horloges. Vous savez, c'est la phrase de Paul Morand. On lui demandait, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu un très grand romancier comme Proust et les autres? Il disait, j'ai trop aimé les femmes et les voitures. Comme quoi, vous voyez que la muflerie ne date pas d'hier. Je ne parle pas de vous, je parle de Paul Morand, bien sûr. Beaucoup de fans sur les réseaux sociaux que nous évoquions. Oui, vous le disiez, il y a 1 million de fans. Oui. Et dès qu'ils postent... C'est pour ça que ma phrase est tordue. Et dès qu'ils postent une vidéo, ça y est, c'est 5 millions, 6 millions, 7 millions. Leurs clips sont très appréciés, notamment ceux avec des femmes et des voitures, puisqu'on aime beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Mais ils ont été récompensés récemment par des awards. Ils sont meilleurs groupes africains, meilleurs groupes français. Et ils remercient leurs fans. Ils sont en totale osmose avec leur communauté. Ils leur répondent, ils les sollicitent. Ils ont envie de vendre leur album, donc ils mettent les liens de téléchargement payants plusieurs fois
fois pour inciter les internautes à acheter leurs titres. Bref, ils sont de leur génération, ce sont des garçons digitaux, ils sont digital natives et voilà, ils créent cette... Un peu comme la K-pop. Un peu comme vous. Vous êtes digital natif. Ah bah bien sûr. Je suis plus natif que digital. Il est avec 10 doigts. Vous êtes en totale communion avec la communauté. Moi, je suis en totale communion. Il faut terminer. À l'intention des jeunes musiciens africains, je signale que nous avons à TV5 Monde un magazine automobile africain, produit à Abidjan, présenté par Juliette Bas, une Ivoirienne, et donc où vous pourrez pouvoir choisir tous les nouveaux modèles disponibles pour tourner dans vos clips et éventuellement demander à Juliette Bas, qui est une très bonne présentatrice, une très bonne journaliste, mais aussi assez jolie, de tourner dans la voiture et le clip comme ça, c'est, vous voyez, c'est all... part en vrille. Comme ça, c'est all inclusive, vous voyez. Voilà. Il n'y a plus que ça, c'est le type qui est complètement débordé. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Ah, là, pour faire perdre écoutez, mes enfants, fil du discours à Guillaume. Comme nous avons très légèrement débordé, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc passer à François Durper. Nos ancêtres ne sont pas gaulois. Contre-histoire de France, c'est le dernier ouvrage de l'historien et écrivain François Durper, dans lequel il défend une histoire commune et métissée. Après un extrait de son passage sur le plateau du 64 minutes, nous discuterons de ce livre que vous avez évidemment tous lu, mais nous commencerons par mes camarades qui sont à ma droite, car ils ont été odieusement censurés dans le débat précédent. L'histoire, elle est écrite par les dominants. C'est toujours le chasseur qui écrit l'histoire du lion, jamais le lion. Alors, on a écarté de l'histoire les femmes, on a écarté de l'histoire les colonisés, les migrants, les paysans, les ouvriers. Et donc, la justesse scientifique, c'est aujourd'hui d'ouvrir le récit à tous ces groupes qui ont été mis de côté. C'est simple. Voilà, donc pour ces déclarations donc, de François Durper et pour ce livre « Nos ancêtres ne sont pas gaulois », contre-histoire de France, Myriam, est-ce que vous avez été convaincue? Je dis Myriam, c'est à vous trois que je m'adresse d'ailleurs. D'accord. Je crois que, en fait, avant de même me prononcer sur la lecture de ce livre-là, je suis curieuse de savoir comment il a été reçu en Europe, le livre. On vient de le recevoir. Bon, donc il n'y a pas encore de réponse du public. Mais la raison pour laquelle je pose la question, c'est que c'est clair que ma réalité est tout autre au Canada. Donc, on lit cet ouvrage-là avec complètement un autre regard, probablement, que ce que les Français ont porté sur cet essai-là. Premièrement, à la lecture de ce livre-là, j'ai été surprise de voir qu'il faisait une belle part quand même à la Nouvelle-France, au Canada. Et pour moi, cet exercice-là est très utile aussi chez nous à une période où on a encore beaucoup de difficultés avec la question identitaire, avec l'intégration des nouveaux arrivants, avec la francisation. Donc, c'est un exercice où retourner dans le passé, retourner sur les écrits d'historiens, nous permettent de relativiser les rapports de pouvoir, parce qu'ils existent encore aujourd'hui, même si on a dépassé la période des colonies, l'esclavage, le commerce triangulaire. Donc, mais de revenir à une histoire commune peut nous permettre, je pense, de régler une bonne partie de ces questions identitaires-là. Lorsque on regarde... C'est une question de fond, d'ailleurs, que je pose à tout le monde. Est-ce que le travail des historiens, c'est de régler la question identitaire? Je pense que lorsqu'on s'accorde sur une histoire commune, ça permet de savoir... Mais on doit s'accorder en matière d'histoire sur la vérité. Sur la vérité, mais peu de gens connaissent la vérité. Peu de gens connaissent, par exemple, si je prends l'exemple du Canada, peu de gens connaissent le fait qu'il y a eu des esclaves au Canada, que nous avons fait partie de ce commerce triangulaire-là. Donc, quand on se questionne à savoir, quand on dit chez nous, par exemple, qu'un Noir ne peut pas être Canadien, lorsqu'on a des problèmes d'intégration et qu'on a envie de dire aux nouveaux arrivants « retournez dans votre pays », mais de savoir qu'il y a 300 ans, il y avait des Noirs au Canada, ça permet de régler une bonne partie de la question identitaire. Sylvestre, Théo, c'est une question sérieuse, là. C'est très compliqué. Après, j'ai fait anthropologie. Comment? Je signale que le philosophe et historien Marcel Gauchet, par exemple, explique qu'aujourd'hui, ça devient
il pense, hein, mais ça, c'est un homme de gauche classique, éducation française. Il dit maintenant, si on tient compte de toutes les revendications identitaires, il n'y a plus aucun enseignement d'aucune humanité possible, ni en matière d'histoire, ni en matière de littérature, parce qu'autrement, on va être obligé de récupérer justement des questions identitaires partout. Donc c'est justement pour ça que je m'adresse aux deux anthropologues. Et il y a une manière toute simple de régler le problème, selon moi, c'est de considérer que toute identité est mêlée. Voilà, le débat est fini. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est... Non, j'entends bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on considère qu'il y a des différences entre les primos arrivants, les deuxièmes arrivants, les troisièmes arrivants, les couches, etc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, à un moment donné, ça me dérange pas du tout qu'il y ait une exégèse autour de l'histoire, qu'on revienne en arrière, qu'on se demande si c'est la vérité, si c'est la vérité des uns, la vérité des autres, etc. Moi, ça me pose aucun problème. Le problème est que parfois, on va beaucoup trop loin dans cette réflexion et qu'on va trop chercher des choses qui n'ont plus à être soulevées, par exemple. Je pense que nous, en Belgique, par exemple, on a deux grands débats par rapport à l'histoire. C'est évidemment la question de Léopold II et du Congo et de la colonisation africaine, parce qu'il faut savoir que le Congo était une propriété privée d'un roi qui l'a cédé au pays, mais donc, quand on réfléchit un petit peu, ça va quand même très très loin, mais qu'on ne l'enseigne pas nécessairement de cette manière-là dans les écoles, où on dit Léopold II, c'est le roi bâtisseur, voilà, et nous, moi en l'occurrence, je me suis rendu compte des atrocités qu'il avait pu commettre relativement tard, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et c'est revenu par les anglo-saxons, par les Américains, et sûrement pas par les Belges. Donc, on a cette question-là, et puis on a la question, ce qu'on appelle question royale, donc de la place des Flamands et des Wallons pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ça pour dire que ce sont des questions qui reviennent de temps en temps, que c'est pas mal d'en parler, mais que ça ne doit pas, à un moment donné, devenir clivant. Et je trouve que parfois, c'est clivant. Si on regarde le livre de Durper d'un côté, le livre de Zemmour de l'autre, il y a une espèce de clivage, et au niveau de la société... Oui, c'est les deux extrêmes. C'est les deux versions... Et c'est deux vérités par rapport à une même réalité. Donc voilà, je trouve que c'est très très bien d'en parler, mais à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter et dire, OK, on est mêlés et puis on continue comme ça. Parce que si on continue à... Ouais. Voilà. Raison, faut-il garder Marignan 1515 En tout cas pour les Suisses. Un peu con comme réflexion. Mais... en tout cas, n'ayant pas fait des études d'anthropologie et étant être professeur. Non, en l'occurrence, 1515 et Marignan et la Suisse, et c'était la défaite des Suisses contre François Ier, c'est un événement historique marquant de l'histoire suisse. Alors je fais juste un petit aparté là-dessus, parce que pour certains... Non, mais cette conversation est très importante, parce qu'on plaisante, mais c'est vrai qu'on est à un moment clé, justement, de la composition de ce que peut être un récit national ou un récit international, avec des tensions qui sont quand même extrêmement fortes. Ouais. D'un côté, par des gens de droite qui veulent qu'il y ait toujours un roman national idéalisé, et de l'autre côté, par des gens qui sont dans la revendication de la modification de cette histoire nationale, et qui sont des revendications soit totalement nécessaires, soit totalement vitales, mais qui peuvent être, comme le disait effectivement Sylvestre, totalement excessives. Et puis j'ajouterais, alors avec un regard extérieur, indépendamment de Marignan, pour le Suisse que je suis, je pense que c'est aussi très très emblématique d'un problème français. Après, je vous expliquerai qu'en Suisse, on a le problème exactement inverse. C'est-à-dire que la France a été, et toujours d'une certaine manière, mais a été encore plus par le passé, une immense puissance à l'échelle planétaire. Elle a dicté d'une certaine manière l'agenda historique, voilà, ce qui n'est pas le cas ni de la Belgique ni de la Suisse. Donc, il y a une habitude en France, comme cet agenda historique a été dicté, c'est-à-dire de voir l'histoire du monde à travers le prisme de l'histoire française au départ. C'est l'histoire française qui a influencé tout le reste. Et on a tout le temps enseigné l'histoire de cette manière-là. À tel point, finalement, de se dire, comme la France a toujours été numéro 1 en parlant de long siècle, à tel point, finalement, on oublie que les autres existent. Et que cette histoire française, même si une partie en a pris le départ en France, est née en France, elle a quand même été complètement corrélée à exister avec le reste du monde. Et donc, Durper de dire, attendez les gars, la France, certes, elle a eu le leadership, pour parler un mauvais français, sur certaines choses, mais il ne faut pas oublier que ça s'est fait avec des autres et qu'il y a eu l'apport d'autres personnes, d'autres pays, d'autres cultures dans l'histoire française. Donc il ne faut pas seulement aller dans un sens. Donc il ramène ça, il essaie de rééquilibrer ça. Et en Suisse, je vais dire que ça résonne de la manière inverse, parce que finalement en Suisse, et je suis le produit de ça aussi, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'enseignement de l'histoire nationale, au contraire de la France. C'est-à-dire que nous, on nous a toujours appris, quand on était à l'école, la Suisse dans l'histoire régionale, supra-régionale et mondiale. Et à tel point finalement qu'on a une
pas une très 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 bonne connaissance de l'histoire suisse lorsqu'on va à l'école obligatoire. Et aujourd'hui, des politiciens et des historiens disent qu'il faudrait quand même réapprendre à enseigner l'histoire suisse en Suisse. Et c'est pas uniquement des voix de gauche, c'est ça qui est rigolo. C'est ni la gauche, c'est la droite modérée, et c'est la droite, et même pas tellement l'extrême droite qui demande ça, parce que justement, la Suisse est un pays compliqué, de se dire que si on n'a pas une connaissance relativement saine et importante de l'histoire suisse, c'est pas une question d'identité, c'est qu'on va pas comprendre à ce moment-là comment fonctionne politiquement le pays et qu'on aura de la peine à être un citoyen qui va pouvoir s'inscrire dans cette histoire-là. Mais c'est intéressant de voir, en tout cas pour moi, Helvet, que la France se dit on a trop vu l'histoire d'un point de vue purement français, il faudra englober le reste du monde pour comprendre qu'on fait partie d'une histoire mondiale. Et puis de l'autre côté, la Suisse se dit finalement on a toujours vu l'histoire d'un point de vue mondialisé, puis il faudrait quand même qu'on mette un petit peu l'accent sur notre propre histoire. Ah oui. Alors, j'en profite d'être à côté d'un patron d'une chaîne internationale pour lui dire qu'en vérité, encore une fois, je pense que le rôle des médias est capital. Je vais parler, moi, de ce livre en résonance avec ma propre expérience. Je pense que si on en arrive dans ces situations-là, c'est qu'il n'y a pas acceptation du dialogue possible. C'est-à-dire qu'il serait bon que vous organisiez, Monsieur le Président, non mais sérieusement, une vraie émission avec, pendant 4 heures, vraiment des confrontations apaisées pour expliquer l'histoire. Je prends juste un exemple. Quand vous avez d'un côté des gens qui ont été colonisés, on ne refait pas l'histoire, mais lorsque la France est occupée, le général de Gaulle est condamné à mort, la France est libérée parce qu'on s'appuie sur l'Empire. La capitale de la France libre, c'est Brazzaville. Les descendants de ces enfants-là, de ces parents-là, voient aujourd'hui que chaque fois qu'ils revendiquent la reconnaissance, on leur parle de repentance. Quand le général de Gaulle décide qu'on va défiler sur les Champs-Élysées, est-ce que vous savez que les troupes, ce qu'on appelait les tirailleurs, alors qu'ils ont fait le débarquement de Provence, etc., on leur a demandé de se défroquer et de donner leur costume de guerre à des cousins blancs pour qu'eux ne défilent pas sur les Champs-Élysées. Donc, de couche sédimentaire en couche sédimentaire, pendant 4 à 5 décennies, où il n'y a pas eu de reconnaissance, pas de représentativité médiatique, pas de représentativité parlementaire à la hauteur juste d'un équilibre, à un moment donné, les gens pètent les plombs. Donc c'est pour ça que je pense que si, véritablement, il y avait autour de la table des gens des deux bords, mais qu'on pouvait expliquer et pointer du doigt la réalité palpable et affective de ce que les gens ont ressenti, je pense qu'on pourrait avancer. Et pour terminer, contrairement à ce que vous avez dit peut-être tout à l'heure par provocation, je pense que moi, l'histoire, justement, elle est très subjective et que c'est un roman. Il y a des gens qui s'asseyent et qui disent, voilà, l'éducation nationale en France, l'histoire, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça, et on va évacuer tel pan. Donc, il faut qu'on ait une construction imaginaire, et je vous annonce que certains Africains dont je fais partie ont décidé d'aller coloniser les Blancs, et on a déjà commencé. On s'en est rendu déjà compte. Commencé. On Faites s'en est rendu attention. compte. Et vous vous souvenez, par exemple, parce que c'est un sujet qui a été mis sur la table avec un des grands historiens de la colonisation, qui avait raconté qu'en fait, les premiers à avoir pratiqué le trafic des esclaves, c'était justement dans certains empires de l'époque, qui étaient les empires musulmans, et qui étaient justement du trafic d'esclaves à l'intérieur de communautés noires, etc. Et il s'est fait les taper Arabes dessus. aussi, beaucoup. Et les Arabes, beaucoup aussi. Donc, à l'époque, il s'est fait taper dessus par des... Donc, c'est très compliqué. Oui, mais justement... Il s'appelait Pétro, j'ai oublié son nom. Grenouillot. Comment ? Olivier Pétré-Grenouillot. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, il y a des mélanges. L'esclavage... Ce n'est pas du tout une manière de justifier. Non, pas du tout. Pas Durand. du tout. L'esclavage, c'est l'esclavage. Tous les peuples ont soumis d'autres à l'esclavage. Là, on parle de la traite, le commerce triangulaire. À l'échelle de plusieurs continents, ça n'est jamais arrivé. Qu'on déporte des gens, en plus avec un mensonge qui est que les Africains ont vendu leurs frères. C'est pour ça qu'il faut des confrontations. Donc vous avez raison, c'est compliqué. Mais il n'y a jamais la possibilité d'entendre le discours inverse de celui que l'on entend majoritairement. D'ailleurs, les progressistes sont tous passés à droite. Les philosophes de gauche sont tous aujourd'hui des philosophes de droite, voire de l'extrême droite. Donc c'est la grande explication qui vous paraît nécessaire. Yves, non seulement vous allez l'organiser, peut-être pas pendant 4 heures, Aboubé présentera tout ça, il est candidat, et en plus il l'a fait d'une manière habile, puisque vous avez passé de directeur général à président, donc le type a tout compris sur la manière de progresser à la télévision. Donc président, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, moi, je recommanderais d'abord à Jean-Michel Blanquer d'inscrire l'essai de François Durper au programme de l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que ça raconte l'histoire de France mondialisée et non pas l'histoire de France française. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a 2 histoires qui sont occultées, puisque l'histoire, elle est toujours racontée par les vainqueurs. C'est ça qui la biaise. Or, vous avez 2 catégories
quand même très importantes de l'humanité qui sont exclues de l'histoire officielle. Ce sont alors les Africains, les Noirs ou d'ailleurs les Maghrébins, les autochtones quand il s'agit de l'Amérique du Nord, hein, donc ce qu'on appelle les Indiens chez nous, et puis les femmes par ailleurs, qui sont exclus très majoritairement de l'histoire officielle. Donc c'est très important de raconter cette histoire-là. François Durper le fait très bien, à l'exception de la page 267, où il dit que les Jeux de la francophonie, organisés pour les derniers à Abidjan l'année dernière, ne sont retransmis par aucune chaîne de télévision majeure, alors que TV5 Monde en a diffusé 250 heures de compétition et de manifestation auprès de 370 millions de foyers pour plus de 60 millions de téléspectateurs. Donc François, qui par ailleurs joue dans la série franco-congolaise River Hotel et que les téléspectateurs français connaissent bien car il est un chroniqueur régulier de BFM Télévision. Voilà, François, ce petit détail mis à part, je pense que effectivement cet essai est extrêmement important. Il est extrêmement salutaire parce qu'il réécrit l'histoire en y réintroduisant des acteurs essentiels de cette histoire qui sont évacués jusque-là de l'histoire officielle. Et Guillaume, quand vous disiez c'est très compliqué, et bien sûr, vous avez raison, c'est très compliqué, mais enfin, il y a quand même des choses de base dont on sait qu'elles ont été volontairement, systématiquement, politiquement écartées de l'histoire officielle, et que le fait de les réintroduire, à commencer par le fait, et c'est de là que vient le titre, que déjà les Français ne sont pas des Gaulois, parce que pour au moins la moitié, ils sont gallo-romains, et pour l'autre moitié, ce sont des Francs, donc des germaniques, ne parlons pas des mélanges subséquents qui sont arrivés notamment suite à la colonisation et au retour des colonisés en métropole. Mais moi, ça m'apparaît, à ce titre, excepté page 267, un ouvrage essentiel. Voilà, ce que je voulais simplement dire comme professeur, c'est que j'ai l'impression que cette conversation, on parlait tout à l'heure de cet historien, elle a déjà eu lieu il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est la traduction politique de cette conversation qui est le problème posé. C'est-à-dire la reconnaissance des minorités qui se sentent, parlait tout à l'heure, des Noirs, des Arabes, des femmes. Alors c'est un espèce de fourre-tout, si je puis dire. Qui ça fait beaucoup de monde. Hein. Non, mais c'est vrai. Et qui se sentent effectivement pas représentés en termes politiques, parce que le débat historique, une grande partie des historiens étant, en tout cas les historiens universitaires plutôt à gauche, il y a longtemps qu'ils ont tranché de ce point de vue-là du côté qui est celui que vous souhaitez. Guillaume, c'est pour ça que je parle de l'éducation nationale, parce que là je ne parle pas des historiens, des philosophes, etc. Je parle de la population, parce que c'est la population française qui se pose des questions. On le voit bien, à chaque campagne électorale, ça revient. Alors justement, Myriam se posait la question, Laura, de savoir s'il existait un écho de cet essai actuellement dans la société française. Réponse, grâce à vous. Alors, un écho tout petit pour l'instant, parce que vous le disiez, le livre vient de sortir. Donc, le livre n'alimente pas encore les débats. Le sujet alimente le débat sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Je vous recommande de suivre le compte Twitter de François Durper, parce que pour une fois, il y a un écrivain, historien, enseignant qui ne parle pas que de lui, mais qui Non, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Et en fait, il diffuse de l'information positive. D'ailleurs, il a contribué, il a cofondé l'École des Bonheurs à l'Université de Cergy-Pontoise. Et tout est positif. Même le livre, c'est pas moralisateur. Il le présente sous forme positive. Et son compte Twitter est très riche. Et vous devez un grand spécialiste des États-Unis aussi. Il commande beaucoup l'histoire politique américaine, donc sur BFM TV, comme le disait tout à l'heure Yvan Maubé. Coup de cœur, vous avez Cali chante Ferré. J'ai trouvé que c'était très émouvant parce que c'était un pari casse-gueule. Cali, c'est un chanteur français, catalan revendiqué, et qui reprend donc ce type magistral qui fut donc au Panthéon et qui est toujours au Panthéon des musiques d'expression francophone, mais française de surcroît. Donc Léo Ferré, il reprend cet extra, et je trouve qu'il y a une petite sensibilité particulière parce que Cali raconte que son père, lui, chantait, lui susurrait ses chansons, et que c'est le choix s'est porté sur 16 chansons que lui chantait son père. Donc Cali chante Ferré. Yves. Le nouveau livre de Daniel Rondeau, on avait beaucoup ici encensé, Mécanique du chaos, son livre précédent, qui avait reçu d'ailleurs le prix de l'Académie française. Là, il publie La raison et le cœur,
qui en fait est une espèce de forme ou de suite ou de prequel, comme on dit dans le cinéma et le monde des séries, à Mécanique du chaos. C'est-à-dire c'est un recueil d'articles ou d'extraits de livres précédents qui se préoccupe des questions géopolitiques et géostratégiques qui étaient exposées dans Mécanique du chaos. Donc on y voit toutes les interrogations et les questions qui s'est posées sur l'évolution et la marche du monde depuis un demi-siècle. Laura. Très rapidement, My Paris Street Art, pour découvrir Paris à travers les street artistes. L'application vous donne plusieurs promenades à effectuer pour découvrir des artistes. Ma chère Myriam. Je vous amène au musée découvrir une grande artiste d'art moderne qui a fait partie des signataires du Refus global. Donc, on découvre ses œuvres, mais aussi tout un pan de l'histoire du Québec. Elle s'appelle Françoise Sullivan et c'est au Musée d'art contemporain de Montréal. Sylvestre. Si vous ne devez acheter qu'une bande dessinée cette année, ce sont Les Rigoles de Brecht Evans. C'est un Belge qui vit à Paris. C'est son 4e roman graphique. C'est absolument dingue. C'est une nuit dans une ville imaginaire, donc on peut imaginer comme étant Paris, avec 3 protagonistes. C'est psychédélique, c'est sociologique, renversant. Ça explose à toutes les pages. C'est à l'aquarelle. C'est absolument incroyable. Et les planches originales seront visibles bientôt à la galerie Martel. C'est dans le 10e. Michel. Un roman, puisqu'on parlait d'histoire, qui raconte la petite histoire qui s'inscrit dans la grande histoire de ce rhinocéros, Gonda, qui avait été offert par le vice-roi des Indes, Alfonso de Albuquerque, à son roi Manuel Ier en 1515. Et c'est l'histoire de ce rhinocéros que raconte Eugène l'écrivain dans Gonda, le bouquin, aux éditions Slatkin. C'est drôle, c'est informatif, c'est irrévérencieux, c'est intéressant. C'est un petit bonheur à lire. Voilà, et pour gagner du temps, donc je n'ai qu'un cœur, je laisse mon coup au vestiaire et ce cœur, je vous l'offre. Ciao, à la semaine prochaine. Voici Ambiance Congo. Master Jazz.